Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre mental, à votre mental, comment le développer et le gérer dans la durée. On en parle avec Nicolas Duguet qui est le DGA de Booster Academy. Il est notre invité. Le livre de Smart Job, tiens d'ailleurs ça fait écho au sujet qu'on aura dans Bien dans son job. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que l'on a et on court après le temps. On va en parler avec un auteur, Alain Imbert. Il a écrit « Je reprends mon temps en main », édition Mardaga. Il y a 11 étapes pour essayer de reprendre, de gagner du temps. On fera le point avec lui dans le livre de Smart Job. Le cercle RH, c'est les experts de Smart Job avec l'actualité évidemment, le projet de loi pouvoir d'achat, le point d'indice revalorisé chez les fonctionnaires. On parlera du dialogue social parce que le patron du MEDEF y croit et il y tient. Puis on parlera du Covid parce que là c'est le grand flou. Que se passe-t-il dans l'entreprise? Quelles sont les règles fixées aux salariés? Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, l'éloge du turnover. L'éloge, c'est Thierry Bismuth qui fera l'éloge du turnover. Il est le fondateur d'Odyssée RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment faire pour développer son mental? Ça, c'est une question que vous vous posez parce qu'évidemment, avoir du mental, ça marche dans le sport, mais ça marche évidemment dans l'entreprise. Et comment le gérer, ce mental, dans la durée? On en parle avec Nicolas Duguet, directeur général adjoint de chez Booster Academy. Alors, vous êtes prolifique et prolixe parce que vous écrivez beaucoup de livres. Le dernier, en avril dernier, Développer son mental pour se remettre au sport, édition Jouvence. D'abord, développer son mental, ça veut dire quoi concrètement? Alors c'est intéressant comme première question, puisque en fait, c'est très nébuleux. Ouais. Donc si vous regardez bien un modèle de performance mentale, ça se base essentiellement sur 3 grands blocs qui sont la gestion des émotions, la gestion de l'estime de soi et la gestion des énergies, qui vont nourrir une boîte de confiance, on va dire, et qui va impacter la motivation pour pouvoir, par exemple, mieux se concentrer ou mieux communiquer. Donc ça veut dire que si un de ces 3 piliers qui est en difficulté ou qui est en faiblesse, on a du mal à développer son mental. En un mot, développer son mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire être concentré, ça veut dire être performant, ça veut dire quoi en termes d'objectifs? Alors, performant, moi je me méfie du mot parce qu'en vieux français, ça vient de parformer, ça veut dire accomplir, juste faire. Souvent, dans l'entreprise, aujourd'hui, on parle de performance à outrance. En fait, c'est la plupart du temps, ce qu'on demande maintenant, c'est d'être en zone de performance, c'est vrai, mais en réalité, on est plutôt en zone de maîtrise. Et en fait, avoir un mental performant, c'est par exemple être capable de se remettre d'un échec. C'est être capable de se reposer. C'est-à-dire que, par exemple, ma co-auteure Ingrid Petitjean, qui est une athlète olympique, avec qui on a travaillé sur une conférence sur se gérer dans la durée, avec également une prof de yoga qui s'appelle Alexia Quintin. En fait, Ingrid, dans son contrat d'athlète olympique, elle avait l'obligation de se reposer. Parce que, évidemment, ça impacte la performance. C'est le cahier des charges de la prépa physique, ça. Exactement. C'est dans le cahier des charges de la prépa. Il faut avoir des temps de repos. On doit avoir des temps de repos. Et on voit bien aujourd'hui qu'en entreprise, il y a 2 choses qui ressortent beaucoup. C'est des coups de chaleur. Alors je lisais Pierre Gasly l'autre jour, le fameux pilote de Formule 1, qui disait que lui, quand il est dans la voiture pendant 2 heures, il y a une température qui ressemble à 55 degrés et le cœur bat à 170 pulsations minutes pendant 2 heures. Et c'est tout. Et il dit qu'il sort avec 3 kilos de moins et qu'il est épuisé. Vidé, ouais. Sauf que c'est Pierre Gasly, c'est pas un humain traditionnel, il est hyper entraîné. Et puis également dans l'entreprise, au-delà des coups de chaleur permanents dont on nous parle, on parle toujours de toujours plus vite. Et moi, j'adore cet exemple qui dit que Usain Bolt, qui est l'homme le plus rapide du monde, court à 40 km/h sur 100 mètres. Mais sur moins de 8 secondes, quoi. Mais ouais, sur à peu près 9,50. 9,50, ouais. Là où un marathonien, lui, il fait 2h40 km à peu près. À 20 km/h. À 20 km/h. Mais même Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, ne peut pas courir pendant 2 heures à 40 km/h. Et aujourd'hui, en entreprise, on voit bien qu'on a toujours des coups de chaud et toujours plus vite. Et il est temps, effectivement, d'accompagner collaborateurs et managers, d'ailleurs, sur comment j'arrête, comment je freine. Vous faites alors vous parlez de la métaphore des coureurs, évidemment, les marathoniens, les sprinteurs, puis vous parlez de la machine à laver. Oui. On appuie sur le bouton, puis l'entreprise, la machine tourne tout le temps, elle ne s'arrête jamais, en fait. Exactement. Et on ne sort jamais du tambour. On est tout le temps dans la machine à laver. Alors maintenant, moi je dis que l'entreprise ne peut pas rien, mais elle ne peut pas tout. Moi je dis souvent aux gens, sortez de la roue, vous n'êtes pas un hamster. Parce qu'à un moment donné, il faut que chacun se prenne un peu en main et se disant, voilà, je sors de la roue pour plus être un hamster, et je suis capable dans ma journée d'avoir des temps d'arrêt, pas long évidemment, on n'est pas complètement à côté de la plaque dans le monde de l'entreprise, on a de la production à faire, mais globalement être capable de s'arrêter de temps en temps, d'avoir un switch mental
un interrupteur qui me dirait attention là, je vais dans le mur, ben c'est ça qu'on apprend aujourd'hui dans cette conférence. Il y a un intérêt à travers l'idée que l'être humain, alors là vous parlez de salariés ou vous parlez de décideurs, parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui se disent, bon écoutez, moi je veux bien, j'écoute ces conseils, mais j'ai milliards de choses à faire, j'ai mes RH, j'ai les finances, j'ai la stratégie de l'entreprise, enfin, globalement je n'ai pas une minute. Vous leur parlez aussi à eux là ou vous parlez qu'aux salariés? Vous voyez, quand on ouvre les inscriptions en classe virtuelle de cette conférence, on a des présidents de banque, des directeurs généraux de banque, des collaborateurs qui s'inscrivent. Tout le monde veut regarder ce sujet et on peut être patron d'une entreprise et être capable de se dire dans la journée, allez, je vais dire 7 fois une minute, je vais être capable de prendre du recul. De toute façon, il est prouvé que de s'arrêter une minute et de se reconcentrer, les 30 minutes suivantes, on est beaucoup plus efficace. Donc on va regagner de la productivité. J'ai envie de vous dire, pour mieux produire, il faut se protéger. Et si vous voulez être une ressource pour vos collaborateurs, il faut être capable de manager vos propres ressources. Il faut d'abord se manager soi-même et d'ailleurs se connaître aussi, parce qu'il y a un vrai débat sur ses limites, jusqu'où je vais trop loin, à quel moment je franchis la ligne jaune. Vous parlez, vous, de sentinelles d'alerte. Ouais. C'est quoi? C'est des warnings, c'est des zones, c'est le corps qui parle, c'est des fautes. Comment on arrive à se dire, là, je vais trop loin? Alors, en prépa mentale, en fait, on va regarder les moments où on a été en difficulté. Et on va essayer de retrouver finalement les sensations. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a pu repérer, ou l'entourage a pu repérer? Tu étais fatigué, tu dormais mal, tu étais agressif parfois, pour qu'on repère finalement les signes précurseurs des difficultés ou des zones de panique. Une fois qu'on les a repérés, on sait très bien que si on ne se sent pas bien, ou typiquement si vous, Arnaud, vous étiez là avec votre main comme ça, alors que vous êtes en pleine interview, vous savez bien que c'est une sentinelle d'alerte qui pourrait vous faire dire « respire ». 30 secondes, ça va déjà aller mieux. J'envoie des signaux, mon corps envoie des signaux à l'interlocuteur, oui. D'impatience, de nervosité, et on doit être capable, en tout cas vous nous accompagnez pour le faire, de se dire, ça c'est un signe que je ne vais pas bien. Exactement. On est d'accord. Exactement. Et typiquement, il y a des moments où on doit être bien. Il y a beaucoup de moments importants dans l'entreprise. Ils ne le sont pas tous. Il faut arrêter de se dire qu'on doit toujours être à 130%. Déjà, ce n'est pas possible. Un ordinateur lui-même peut pas être à 130%. Puis c'est pas vrai. Enfin, il ne faut pas vendre du rêve. On a des moments de pause, des moments de réflexion. La pleine performance, on la calcule, ça, la pleine performance sur une journée de travail? C'est compliqué. C'est compliqué. À quel moment on est à fond et on donne le maximum? En fait, le moment, si vous faites l'analyse sur quelles sont mes compétences, et en face de ça, je mets finalement quel objectif je dois tenir. C'est ça. Il est très très rare d'être à 100%, c'est-à-dire à 100% de ses compétences. C'est extrêmement rare dans la journée, c'est ça la vérité. Mais donc vous faites des conférences et on voit bien qu'il y a un triptyque avec la sportive qui donne quand même quelques règles d'hygiène de vie, puisqu'il est question d'hygiène de vie, de sommeil, d'alimentation. Oui. C'est nécessaire quand on est un sportif. Puis vous avez aussi doté cette conférence de quelqu'un qui fait du yoga. Oui. Et donc ça veut dire là quoi, la gestion de sa nervosité, de sa respiration, de ses flux sanguins, c'est ça qu'elle apporte? Alors il y a ça, et puis il y a des micro-séquences d'une minute où typiquement je vais faire du yoga des yeux. Pour ceux qui n'ont jamais fait des yoga des yeux, c'est assez extraordinaire. On passe notre vie devant des écrans. Avec une minute de yoga des yeux, finalement, on se sent immédiatement mieux. Alors, c'est quoi le yoga des yeux? Ce sont des pratiques et des postures avec les yeux. Et pendant une minute, on fait faire des exercices. Une fois qu'on les a fait, on est autonome et on peut les garder toute sa vie avec soi. C'est valable également pour le dos, le haut de la nuque. C'est valable pour les mains. Et donc, en une minute, on est capable de transmettre des techniques, justement, quand j'ai une sentinelle d'alerte dans la journée ou quand je vais aller dans un moment important. Bien sûr. Hop, je suis capable de me ressourcer. Pourquoi vous avez choisi de faire un focus chez Booster Academy sur ces sujets? D'abord parce que peut-être vous avez beaucoup de demandes. Aujourd'hui, vous sentez que derrière tous ces discours sur le bien-être, la qualité de vie au travail, il y a finalement peut-être plus de souffrance qu'on ne l'imagine? Oui, clairement. Parce que de toute façon, aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on nous parle de ces sujets-là. Toutes les entreprises nous parlent de sujets, de comment j'arrive à être plus performant en me respectant mieux moi-même. Nous, chez Booster Academy, on est plutôt spécialisé dans la performance commerciale et le management, mais on voit bien que, quels que soient les métiers, on doit retravailler sur la performance et la prise de recul dans la durée. C'est intéressant parce qu'on a commencé par performance. Il y a plusieurs sujets sur performance. Il y a la réussite du sportif. Elle a réussi à faire une médaille, elle a fait une performance. Et en fait, vous nous disiez que ce n'était pas ça au départ, la performance. C'est un autre mot. C'est aussi la performance de soi-même, à l'égard de soi-même. Oui, en fait... c'est un peu compliqué ce mot. C'est un sujet de sens
Et alors souvent, vous savez, aujourd'hui, on parle toujours de sens, de direction et de pourquoi on fait les choses. Mais en fait, derrière le mot sens, il y a un deuxième mot que moi j'adore, c'est finalement qu'est-ce que je ressens, la sensation. Ouais, la sensation, ouais. Derrière la sensation, il faut que j'ai une estime de moi au bon niveau. D'accord, il faut que je sois fier de ce que je fais et il faut que j'aime ce que je fais. Et ben déjà, pour être performant, il faut déjà réfléchir à ces sujets-là. C'est l'idée de la sensation, véritablement, comme quand on médite, on revient sur son présent, on se recentre, et là, on redevient plus fort. Sur la durée, parce que c'est bien beau, une fois qu'on a eu vos outils, qu'on vous a écouté, on va essayer de le faire. L'enjeu pour une entreprise, c'est que le collaborateur dure. Oui. Alors, ce n'est pas une pile Duracell, mais il y a quand même l'idée qu'il faut qu'il puisse être performant sur la durée. Oui. Comment on fait là ? Il faut qu'il applique simplement avec les outils qu'on va lui donner, parce que finalement, tout le monde sait bien qu'il peut pas être à 130%. Tout le monde sait bien qu'il a trop chaud ou qu'on lui demande d'aller trop vite. Il faut juste une prise de conscience assez régulière, d'accord, et un rappel des outils. Oui, c'est les deux, hein, vous le disiez tout à l'heure. C'est à la fois le salarié qui doit se prendre en main et se connaître, mais aussi l'entreprise qui doit de temps en temps lever le pied de l'accélérateur quand même. Oui. Parce qu'elle met aussi parfois en danger son collaborateur. Mais très souvent, et pas forcément volontairement d'ailleurs. Parce que chacun s'entraîne dans une sorte de course folle et de machine à laver, puisque c'est votre image. Mais toutes les entreprises se posent ces questions-là. Tous les DRH aujourd'hui se posent des questions sur ces sujets-là, parce qu'ils savent bien que ça fait partie également de la volonté de toutes les entreprises que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Merci Nicolas Duguay de nous avoir éclairé. Je rappelle ce livre parce que c'est le lien entre le sport, l'exercice physique, peut-être pas la compétition, mais le sport en lui-même est important pour notre mental. Développer son mental pour se remettre au sport, édition Jouvence, sortie en avril 2022. Puis ces conférences de Booster Academy en visio, on l'aura compris, ça, on ouvre le robinet et puis vous avez des conseils extrêmement pratiques qui vont peut-être vous permettre d'être mieux dans votre peau, comme on dit. Merci. Le livre de Smart Job, je suis sûr que vous allez rester en coulisses, écouter, parce que c'est gagner du temps, prendre du temps sur ces semaines qui n'en finissent pas. Comment faire pour retrouver du temps ? C'est précieux le temps, et on en parle justement. Un auteur vient nous présenter sa méthode, justement. Il est notre invité dans le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, le temps. Alors le temps avant c'était de l'argent, mais maintenant le temps on court après et c'est un bien précieux, le temps. Comment faire pour bien justement en gagner ? On en parle avec Alain Habert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'auteur de « Je reprends mon temps en main », édition Mardaga. D'abord, quelques mots sur votre parcours, parce que évidemment, cela fait écho à votre livre, Manager, dans le privé, dans la machine à laver, pour faire un peu un écho à ce qu'on vient d'entendre dans la rubrique précédente. Et puis un jour, il vous arrive, il y a une vingtaine d'années, enfin 17 ans, 18 ans, c'est ça. Vous faites du sport pour vous détendre et pour vous entretenir, et puis vous vous retrouvez à diriger une petite salle de fitness dans la ville où vous êtes, Aubenas. Et vous êtes parti un peu fleur au fusil en vous disant, après tout, c'est peut-être une aventure intéressante. Exactement. Ouais. Et en fait, vous découvrez que non, pas du tout. Vous n'avez pas dégagé de temps, vous en perdez. Ouais, j'en perdais. Je passe du mauvais temps, je passe des mâles heures et aucune bonne heure. Il faut quand même le dire, parce qu'en fait, vous étiez parti heureux, parce que la muscu, le fitness, c'est sympa. Bon, en fait, les douches ne marchent pas en sang plein, l'eau déborde en sang plein, le jacuzzi est trop chaud, rien ne va. En fait, vous vous êtes aperçu à ce moment-là, et vous êtes en train de créer votre société Chrono, le concept, qui existe depuis maintenant presque 20 ans. Hein. C'est ça. C'est quoi, vous le racontez dans le livre, quelles sont les conclusions que vous tirez de tout ça, de cette expérience ? A posteriori, je me suis aperçu que, avant de parler de comment je gère mes mails, comment je gère des interruptions, etc., l'idée, c'est un peu le sens du temps, le sens de notre vie. Le temps, c'est notre vie. La vie, c'est le temps. Vous prenez ça comme vous voulez. Et du coup, à quoi j'occupe mon temps ? Et je me suis aperçu que j'occupais un centre de finesse, ça ouvre le lundi à 8h, ça ferme le samedi à 17h, c'est ouvert entre midi et 2, c'est un gros temps. Ce temps-là ne nourrissait aucune de mes valeurs. Moi, j'ai des valeurs de plaisir, de liberté et de transmission. Aucune de ces trois valeurs n'était nourrie. Oui, c'est vrai. Vous le dites, vous n'aviez pas le diplôme de prof de fitness. Donc, globalement, il n'y avait pas de transmission. On vous demandait d'être physiquement là parce qu'on voulait parler au patron. Mais vous aviez une action très, très limitée. Et donc, finalement, il y a un dépôt de bilan. Chrono va vraiment démarrer. Mais qu'est-ce qui vous a pris, vous, en tant que chef d'entreprise, et puis aujourd'hui auteur, parce que maintenant, vous le racontez, 11 étapes pour gagner, récupérer du temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez décidé de reprendre en main votre agenda ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle de cette reprise de ce club de fitness, j'allais démarrer Chrono Concept avec la gestion du temps. Parce que j'ai eu la chance, 6 mois après avoir commencé ma carrière professionnelle, de recevoir une formation.
Et c'est la partie basse des 11 étapes dont vous parlez. Et puis la partie haute, c'est mon expérience, un peu douloureuse, de m'apercevoir que j'avais passé 3 ans dans ce centre de fitness à ne nourrir aucune de mes 3 valeurs. Alors que chez Chronoconcept, je nourris mes 3 valeurs. Et comme par hasard, il y en a une qui s'est cassée la gueule de boîte et l'autre qui marche vachement bien. Donc voilà. Vous avez bâti, alors en vous appuyant évidemment sur des recherches scientifiques, sur des auteurs, sur des gens qui ont produit, 11 étapes. La finalité, c'est quoi? Si on allait jusqu'au bout de l'histoire, qu'est-ce que vous permettez de faire à travers la lecture de votre livre au cadre, à cette femme, à cet homme qui nous regarde? Alors, on va être très pragmatique, on n'a pas beaucoup de temps, c'est le cas de le dire. Sur le bandeau rouge du livre, il est marqué combien? 4 heures 4 heures chaque semaine. Vous allez plus loin en 4e de couve, hein, parce que c'est de 4 à 12 heures supplémentaires par semaine. C'est qui dit mieux. Vous savez, on a depuis 20 ans qu'on forme, qu'on coach des chefs d'entreprise et des cadres sur cette méthode, énormément de témoignages. Et sur notre site, on a des gens qui disent « j'ai gagné une journée ». Et les gens me disent « mais comment vous pouvez mesurer ça ?» Eh bien, si un chef d'entreprise ou un cadre bosse 7 jours par semaine et que du jour au lendemain, il bosse plus le week-end grâce à la méthode, il a gagné 2 jours. C'est assez simple à mesurer. 11 étapes, la méthode, c'est quoi en quelques mots, voire comment on fait, même si on part du temps long. Un diagnostic d'abord, il faut quand même observer là. Oui, c'est ça. Le diagnostic, en fait, la Bruyère disait ceux qui utilisent mal leur temps sont les premiers à se plaindre de leur brièveté. Donc on n'est pas en train de gagner ou perdre du temps parce que tous les matins quand on se réveille, on a tous un capital de 24 heures. Cette ressource est la seule en face de laquelle nous sommes rigoureusement égaux sur cette planète. 24 heures. La question, c'est pas comment je gagne ou je perds. J'ai aucune journée qui va faire 22 heures ou 25 heures. La vraie question, c'est comment je l'utilise. Et je veux bien l'utiliser. Je veux pas gagner ou perdre du temps. Je veux bien l'utiliser. Et qui dit bien, dit quelque chose de hyper subjectif. Ce qui est bien pour vous n'est pas forcément bien pour moi. Donc ça veut dire que vous, à travers cette méthodologie, vous nous dites aussi que vous affinez au plus près. Certains seront plutôt dans l'idée de passer 1 heure à faire un footing, d'autres, ça sera de prendre un livre. Exactement. Enfin, c'est chacun, ou un autre sera à contempler derrière la vitre de son bureau la pluie qui tombe. Enfin, c'est ça. L'idée, c'est, quand on dit de quelque chose que c'est bien ou que c'est mal, on se réfère à quelque chose, un ensemble de cultures, un texte de loi, un code de la route. Bon, là, si je veux bien passer mon temps, il faut que j'identifie moi-même mon propre référentiel de bonne utilisation du temps. Et ce référentiel, il se bâtit en 11 étapes. Les 11 étapes qui permettent de dégager du temps. Et donc, de dégager du temps, on pourrait presque rajouter pour soi. Parce que du temps, vous le dites, on a 24 heures. Mais du vrai temps pour nous, pour se construire ou pour se bonifier, on n'en a pas beaucoup, en fait. En fait, on n'en a pas beaucoup. Si je choisis, c'est une question de choix. En fait, on ne peut pas gérer le temps. La seule chose qu'on puisse gérer, c'est les priorités. Donc, il faut savoir, dans votre méthode, éliminer des choses. Ou prioriser. Savoir qu'est-ce qui est prioritaire. On n'élimine rien, on décide ce qui est prioritaire. Et de fait, on est obligé de dire ça je fais, c'est prioritaire, mais ça je le fais pas. Ou je choisis de le faire plus tard. Ou je le repousse parce que c'est possible de le faire plus tard. Ou je le délègue, bon après voilà, on rentre dans le management, on est expert en management bienveillant. La gestion du temps, c'est l'art de se manager soi-même de manière bienveillante pour pouvoir ensuite manager les autres de manière bienveillante. C'est des décideurs, des chefs d'entreprise ou aussi des managers parce que de tout. Le manager aussi, lui, il est quand même dans des débats de surmenage. Un peu pire que ça. J'ai envie de dire, normalement, le dirigeant d'entreprise, qui est, on va dire, propriétaire de sa boîte, il a en théorie plus de facilité de faire des choix de aujourd'hui je vais au golf ou je vais faire du yoga. Le manager salarié, vous avez raison. Il ne peut pas. Il est un peu plus contraint. Alors, il suit les mêmes étapes? Ouais, c'est ça. Ces 11 étapes commencent par la vie privée. On est d'accord. Parce que la vie pro est juste inclue dans la vie privée. Et vous ne pouvez pas passer que des bonnes heures au boulot si votre vie privée, elle est en lambeaux. Et ce référentiel de mobilisation du temps était référentiel à la fois privé et professionnel. La qualité de vie au travail, c'est pas que des baby-foot dans les salles de cantine. C'est aussi, est-ce que j'ai un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle? Oui, donc ça va chercher loin chez l'être humain que vous accompagnez. Donc vous avez des gens qui accouchent de leur vie en vous disant, voilà, si je passe autant de temps au boulot, c'est parce que ma vie perso, elle est pourrie. Quoi. Exactement. Et pour cette personne, peut-être que ça va être un bon équilibre. 15 heures de boulot par jour, 8 heures de sommeil et le reste sur la vie privée. L'équilibre, c'est pas 8-8-8. L'équilibre, c'est... Oui, il n'y a pas de bonnes règles et mauvaises règles. Chacun son référentiel. Mais sauf que cette personne qui va faire ses 15 heures de boulot par jour pour des raisons X et Y, qui sont liées peut-être à sa vie personnelle, il ne va pas dégager d'heures de liberté, lui. Ça dépend. Encore une fois, si son choix... On prend un start-upper, il va passer 17 heures par jour x 7 jours sur son truc, et il va se faire plaisir. La gestion du temps, c'est pas une question de mail ou de méthodologie. Sinon, la Bruyère, ils n'avaient pas toutes les technologies qu'on a. Aujourd'hui, on l'a et je suis quand même en train de vous parler.
Donc c'est pas une histoire de technologie, la gestion du temps. Ouais, C'est une histoire d'émotion. Il y a quand même des éléments pratiques dans votre livre. Oui, En page 100, c'est pas Page que de 100. la philosophie. Là, la page 100 avec le petit calendrier, où il faut aussi, si j'ai bien compris, rendre visible les choses, c'est-à-dire faire son planning. Exactement. De l'avoir devant les yeux, de le mettre sur son frigo, C'est ça. et de se dire, de 16 à 17, j'ai yoga. C'est Et une que forme de discipline personnelle. voilà, c'est sanctuarisé. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire que quand on le fixe, et qu'on l'a fixé avec Chrono, votre entreprise, accompagné, il faut s'y tenir. Ben, c'est Autant que faire se peut. que vous vouliez arrêter de fumer, que vous vouliez vous remettre Ouais. au sport. Ouais, je veux dire, à un moment, c'est la discipline. On sait qu'une mauvaise habitude, il faut, alors en fonction des études, 21 jours ou 30 jours avant qu'on reprenne le dessus. Là, c'est pareil. Sur les 11 étapes, on commence par c'est quoi mes valeurs? Comment j'aligne au maximum mes activités privées et pro avec mes valeurs? Et la 11e étape, c'est comment je gère mes mails. Mais si vous avez la majorité du temps de votre vie professionnelle à gérer des mails sur des activités qui nourrissent aucune de vos valeurs, vous croyez qu'on peut parler de qualité de vie au travail? Non, pas du tout. C'est Pas du évident. tout. Concrètement, là, 11 étapes, ça prend combien de temps à celui ou à celle qui est venu vous voir, qui a poussé votre porte et vous a dit, moi, je m'en sors plus. Vous lui faites un diagnostic, puis ensuite, il y a la méthodo. Combien de temps en combien de temps elle va pouvoir justement un tout petit peu mieux organiser sa vie pro et perso? Ça dépend comment on nous demande de transmettre la méthode. Autrement dit, nous, on a une formation de 2 plus 1 jour. Donc, en 2 jours, la méthode, la personne est en formation, une formation professionnelle. Donc là, en 2 jours, elle ressort à la fin du 2e jour. Elle a passé les 11 étapes. Elle a son organisation. Elle la met en œuvre. Et on se retrouve 6 ou 8 semaines après. C'est un peu comme une nutritionniste du temps, quoi. Vous faites des menus tout près, vous dites, voilà, lundi... Non, on apprend aux gens à faire leur propre menu. Ils font leur menu et leur menu du jour. Ouais, on est d'accord. Mais on part du très long terme. Et ensuite, c'est le long terme, c'est comment tu te fixes les grandes valeurs. C'est quoi mes valeurs? Quels sont les grands buts, rêves, objectifs, appelez ça comme vous voulez, à 2-3 ans, sur lesquels je vais passer du temps dès aujourd'hui, parce que ça nourrit mes valeurs. Transmission, plaisir, liberté, t'es pas nourri. Ça, c'est votre triptyque. Voilà. Et donc, du coup, tout doucement, on descend. Ça permet de décider des priorités. Ça permet aussi, et c'est pas toujours facile, de prendre des choix sur ça, j'en fais plus, ou ces gens-là, j'y vais plus, ou je les vois plus. C'est des choix. Il faut décider. Ouais, c'est ça. En fait, on gère pas le temps, on gère les priorités. Et c'est faire des choix. Et c'est tout un art, l'art des choix, Arnaud. Et regarder sa vie en face aussi. C'est aussi regarder sa vie en face avant d'avoir son agenda posé sur le frigo. Ouais, l'agenda, c'est vraiment les 3-4 dernières étapes. C'est ça, c'est la fin. C'est regarder sa vie et faire le tri. Ouvrir le coffre. Merci Alain Imbert d'être venu nous rendre visite. C'est passé trop vite. Je reprends mon temps en main. Bon, on a pris du temps. La méthode inédite pour gagner 4 heures chaque semaine jusqu'à 12 heures, si j'ai bien compris. Édition Mardaga, vous êtes l'auteur et votre société, puisque vous l'avez créée il y a une vingtaine d'années, Chrono Concept, pour accompagner vous, décideurs ou décideuses, ou managers aussi, ça marche. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Ce sont les experts de Smart Job dans le Cercle RH. L'actualité de la semaine, il y a beaucoup de choses. Le point d'indice des fonctionnaires, le Covid qui revient, et c'est un peu le grand flou dans l'entreprise. Et puis le dialogue social vanté, porté par le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Voilà le programme, c'est juste après la pause. Le cercle RH, notre débat qui est aujourd'hui consacré à l'actualité, vous le savez, comme chaque semaine, comme chaque vendredi, avec les experts de Smart Job. Il y a plusieurs sujets. Il y a le point d'indice des fonctionnaires, 3,5% de revalorisation. Ça va coûter 7,5 milliards. On va parler du dialogue social. Ça, c'est porté par le patron du MEDEF. Il le veut, ce dialogue social. Et puis, on parlera du Covid, parce que le Covid revient. Et c'est vrai qu'on est un peu dans le grand flou. On remet le masque, on ne remet pas le masque, on nous oblige à le mettre. On ne sait pas, et on va en parler avec mes invités. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA, merci d'être là. Marine Balançard, ravie de vous retrouver, vous êtes directrice générale du cabinet Ariséal, et décider, ça se travaille. On ne n'est pas bon décideur, on le devient. C'est vraiment c'est pas votre obsession, on ne va pas dire ce mot-là. Mais c'est votre passion. Passion. C'est un sujet que vous portez évidemment, la décision. Et puis avec nous, Benjamin Zimmer, vice-président d'entreprise et progrès, bonjour, et CEO de Silver
Alliance. Merci d'être là. Commençons par l'inflation, ce chiffre-là, parce qu'il est évidemment à observer dans le contexte économique. Regardez ce chiffre de l'inflation. Alors 5, alors il progresse, on va le retrouver dans un instant. Voilà, 5,8 entre juin 2021 et juin 2022. Et on nous annonce une inflation qui pourrait atteindre les 7%. Au même moment, on a une loi pouvoir d'achat qui arrive en commission, en débat le 6 juillet prochain, dans une assemblée où il n'y a pas de majorité. Et en parallèle, je mets comme ça tout sur la table et on va pouvoir débattre. Et en parallèle, vous avez l'annonce du ministre en charge de la fonction publique qui annonce une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. On peut les relier, ces points, ou c'est des choses très très différentes les unes des autres ? Le pouvoir d'achat, c'était la grande cause de la présidentielle. Enfin, on a tous en tête que donc, ça les tombe Gilets bien. jaunes, c'était un problème de pouvoir d'achat. Et on a l'impression que le gouvernement court après le pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on peut éventuellement constater, c'est que c'est presque des mesurettes, même si les 3,5% pour les fonctionnaires, ça coûte 7,5 milliards à la France. La loi pouvoir d'achat présentée le 6 juillet, ce sont encore les primes Macron multipliées par 3. Des chèques, chèque alimentation, 50 € pour les enfants. Indexation de la retraite sur l'inflation. Mais ça reste des mesurettes. En fait, on a l'impression qu'on colmate le bateau qui prend l'eau et qu'il n'y a pas de stratégie plus globale. Voilà. Restons sur le pouvoir d'achat, on parlera des fonctionnaires parce que c'est un sujet important. Pourquoi ne pas augmenter les salaires tout simplement ? On va parler du MEDEF qui propose un dialogue social nourri pour la rentrée. Pourquoi pas imaginer d'augmenter les salaires ? On a un chèque alimentation, on a un chèque énergie, on va avoir le chèque carburant, on va avoir une multitude de choses qui vont être débattues à l'Assemblée nationale et sur lesquelles il y aura d'âpres discussions. Pourquoi ne pas avoir augmenté les salaires ? Alors, c'est vrai que dans notre modèle, c'est compliqué. L'État qui dirait aux entreprises, il faut augmenter les salaires. Bon, voilà, on est quand même dans la liberté d'entreprendre, la liberté de gérer son entreprise aussi. Il faut savoir d'augmenter les salaires, donc. Et voilà, et il faut savoir. Je trouve aussi qu'on met souvent l'entreprise contre les salariés, mais les entreprises ont elles aussi des coûts qui vont augmenter. On est tous quelque part, je dirais, impactés par cette crise énergétique, cette crise politique. Et donc, du coup, c'est quand même un message un peu anxiogène envoyé aux entreprises si demain on décidait d'augmenter les salaires quoi qu'il en coûte. Donc, on en parlera avec Geoffroy, on laisse aux entreprises le soin de décider ou pas d'augmentation de salaire au fil de l'eau ou de primes, parce que ce débat est posé là en ce moment. C'est ce que vous dites. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le masque, quoi. C'est-à-dire, soit on reste dans une démocratie, on essaye d'inviter, de convaincre. Si on part dans le rapport de force, on va obliger. Alors, c'est un peu une question de bon sens, je vais dire, de sens civique, que les entreprises vraiment mettent... participe quand même à l'effort pour évidemment aller sauver le pouvoir d'achat qui est tellement important. On sait à quel point le pouvoir d'achat a des impacts au-delà de l'économie, mais aussi sur le plan démocratique. C'est vraiment, on est dans une crise aujourd'hui. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, mais bon, c'est un peu pareil que pour le masque. Est-ce que vous allez obliger les gens à porter le masque dans le métro ? Non. Par contre, il faut faire appel au sens civique. On fait un tout en un aujourd'hui. Pourquoi ? Voilà, c'est là toute la difficulté. On fait un débat tout en un. On mélange les chapitres parce que vous avez raison, c'est lié aussi sur cette liberté. Est-ce qu'on est, selon vous, parce que vous aviez fait des propositions il y a quelques mois sur des thématiques chez Entreprises et Progrès, vous avez des valeurs, vous les portez, vous les développez. Est-ce que on est reparti sans le dire d'ailleurs, puisque Bruno Le Maire a été extrêmement vigilant, a dit attention, les finances publiques sont en train de déraper, on est dans le rouge, au-delà du rouge, mais au même moment, on augmente le point d'indice. Est-ce qu'on est dans un quoi qu'il en coûte qu'on ne nous dit pas, quoi ? On est surtout dans la fin d'un cycle, dans une transition, et effectivement, dans ce contexte-là, on essaie de parer au mieux à toutes les situations. Donc, il ne faut pas oublier quand même que les hommes et femmes politiques sont là pour servir l'intérêt général. Ils voient bien quand même qu'il y a beaucoup de Français qui souffrent. Et donc, je pense que ça va dans ce sens-là. Je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ne souhaitent pas augmenter les salaires de ses salariés. Parce qu'on sait qu'un salarié qui est bien dans son travail, c'est un salarié qui reste, qui fait progresser l'entreprise. Donc, en fait, s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le peut pas. Il ne peut pas. Voilà, il faut regarder un petit peu les... On confond aussi des choses... Dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens confondent le chiffre d'affaires et le résultat financier d'une entreprise. Quand on regarde le résultat financier de certaines entreprises qui font beaucoup de chiffre d'affaires, la marge est faible. que la redistribution est compliquée. Donc,
je pense qu'il faut, voilà. Mais là, c'est quand même l'État, excusez-moi, on va parler des fonctionnaires, mais c'est quand même l'État qui supplée à l'impossibilité d'augmenter les salaires, puisque Oui, là, alors il après- propose une aide directe pour... Après, l'État vit une crise dans l'État. C'est-à-dire oui, on va y que venir, c'est ça qui est compliqué. Ces fonctionnaires, c'est quand même ces soldats. Et quand ils refusent de Certains sont travailler, blessés, hein. quand ils refusent d'aller travailler à l'école, quand ils refusent d'aller travailler dans les hôpitaux par exemple, ça a des graves conséquences sur le pays en règle générale. Donc il faut qu'ils trouvent quand même des solutions pour les motiver. Enfin, j'ai plusieurs amis qui sont gériatres, qui travaillent dans les hôpitaux publics. Je peux vous dire que cet été, avec l'inflation, là, avec tout ce qui se passe sur le Covid, on va avoir des difficultés dans nos hôpitaux parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Et pas qu'en gériatrie d'ailleurs, pas qu'en dans les gériatrie. services d'urgence, on le sait, Voilà. c'est annoncé. Le point d'indice à 3,5, donc c'est une revalorisation importante, alors qui était attendue, revendiquée, il y a eu des manifestations à date régulière, ce qui sera compté du 1er juillet, alors qui est déconnecté de la loi pouvoir d'achat, mais on voit bien cette espèce d'idée d'emmener les deux en même temps, d'un côté la fonction publique, puis de l'autre les salariés du privé avec le pouvoir d'achat. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que c'est très compliqué de parler de ce sujet d'une manière globale, de parler de la fonction publique d'une manière globale. On est parfois très bien servi, puis parfois on est très déçu de notre fonction publique. Je dirais que le problème, c'est qu'on a un endettement considérable. Le Covid nous a emmenés dans le mur. Il faut quand même comprendre que la France a dépensé 400 milliards pour le Covid, mais c'est de la dépense pure. Il n'y a eu aucun investissement. 400 milliards 400 milliards. Par comparaison, l'Allemagne a dépensé 300 milliards. Donc, en fait, on a rajouté de la dette à la dette. On est à 3 000 milliards de dettes en France. On est numéro 1 en Europe sur la dette. On a plus de dettes que l'Allemagne, qui est à 2 400 milliards. On a plus de dettes que l'Italie en valeur absolue, qui est à 2 700 milliards. Donc là, la France, en fait, c'est un peu on n'a plus de marge de manœuvre. Donc, Mais enfin, je ne veux pas passer pour le libéral absolu et horrible, mais avec une dette pareille, le fait d'augmenter uniquement, numériquement, le salaire des fonctionnaires sans réfléchir à la manière dont on organise notre fonction publique, est-ce que ce n'est pas un peu suicidaire ? Indépendamment du fait que certains profs, instituts et ainsi de suite considèrent que leurs salaires sont trop bas, et ce qui est vrai au demeurant. Disons que ça répond pas à un problème de structure qui prendrait 30-40 ans évidemment de oui, mais- réinventer. Là, ça répond à un problème de contexte, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte économique et politique tendu, on est post-élection législative, il y a l'inflation qui galope, on sait qu'en plus le pic sera atteint en septembre 2023, donc on est quand même loin d'être... C'est Bruno Le Maire qui Après le disait ça la Covid, on semaine nous dit, dernière. attendez, maintenant c'est l'inflation. Donc c'est des mesurettes comme vous disiez, mais du coup c'est vrai que bon, c'est plutôt un geste symbolique, je pense. C'est vrai que cette Pourquoi ? Pour apaiser la augmentation, grogne aussi, parce qu'il y a elle ce est- danger. et voilà, et puis elle était attendue. Ça fait un quinquennat depuis 2017, il Oui. n'avait pas été augmenté. Voilà, ils ont attendu un quinquennat. Et puis c'est vrai que la fonction publique, c'est assez disparate, hein. Vous avez la fonction publique territoriale qui est particulièrement mal payée, qui souffre beaucoup. Donc il fallait tendre la main, il fallait faire un geste. Et je pense que malheureusement, gouverner, c'est prendre des décisions. Là, j'ai l'impression que ça va vraiment être l'idée, c'est de qu'est-ce que je vais pouvoir donner un petit peu à l'un à l'autre pour essayer de calmer la crise sociale qui est devant nous. Benjamin Zimmer, est-ce que c'est une décision, je le redis pour ne pas avoir de lettres ou de mails incendiaires, on a besoin de fonctionnaires, est-ce que ce n'est pas une décision à la petite semaine qui n'a pas de vision stratégique de la manière dont on organise tant la fonction publique hospitalière que la fonction publique d'État, que la territoriale? On nous avait dit qu'il fallait réduire le millefeuille, on a empilé du millefeuille et on a fabriqué un peu plus de fonctionnaires. Il y a un sujet quand même. Oui, il y a un vrai sujet. Alors après, est-ce que c'est stratégique? Ils sont bien malins, ceux qui sont capables aujourd'hui de prédire de comment va être fait l'avenir. Quand on arrive à dire qu'en septembre 2023, on aura atteint le pic de l'inflation, je ne vois pas trop comment on peut le faire, avec quels outils, sauf s'il y a un au-delà, où il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est une boule comme ça. À Bruno Le Maire, il a peut-être... Mais je ne sais pas comment ils font. Enfin, vous voyez bien que Bruno Le Maire tire, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais il tire la sonnette en disant attention, n'accélérez pas trop sur les dépenses. On a une cagnotte, dit-on, de 50 milliards grâce à des rentrées fiscales post-Covid. Tirez pas trop sur la corde, quoi. Plus on annonce des gros chiffres, plus ça paraît, normal. Moi, je ne sais pas comment ils constituent, comment la dette
on la calcule. Je ne sais pas si la dette en France est calculée de la même manière en Allemagne ou dans d'autres pays. Il y a énormément je ne sais pas ce qu'on met dans la dette en France qu'on ne met peut-être pas en Allemagne. La dette structurelle qui est Voilà. différente Moi, de je me cette rappelle dette être revenu conjoncturelle. là il y a à peu près 2 mois. Il y avait la directrice de la fondation Robert Schuman et elle disait C'est exact. que l'inflation était à 5%. 2 mois après, elle est à 5,8%. Donc ça, c'est objectif. Ça, je le vois. Je ne sais pas, moi, combien elle va être en septembre. Mais Il y a énormément de choses. je parlais aux chefs d'entreprise. Ouais. Il y a un débat un peu politique depuis une cinquantaine d'années. Quand on augmente la fonction publique, chez l'entreprise, ils disent attendez, oui, d'accord, mais baissez en même temps les charges parce que nous, on ne s'en sort pas. Qui est un débat un peu clivant. Il semble qu'il ait disparu des débats politiques, même d'ailleurs. Mais est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous dites c'est utile d'augmenter comme ça d'une manière numérique ou est-ce qu'il faut réfléchir à une autre stratégie, une autre organisation? Oui, si j'avais un discours, en tout cas un plan d'action, Oui. une stratégie Et pourquoi pas? qui expliquait qu'effectivement, aujourd'hui, on n'arrive plus à attirer des talents dans l'éducation nationale parce qu'on les paye mal. Les profs viennent plus. Là, Les ok. infirmières. Donc on augmente et derrière, on forme les jeunes On accompagne. à vouloir aller travailler. Parce qu'il y a d'autres sujets quand même que juste simplement augmenter. Il y a aussi la volonté de beaucoup de gens qui n'ont plus envie de travailler. Leur donner envie, en tout cas. Voilà, qu'on soit dans une société qui nous donne envie de travailler. Et ça passe, à mon avis, par revaloriser effectivement un certain Ça nombre de commence professions. par la revalorisation, Voilà. mais il faut aller plus loin. Ça suffit pas, objectivement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de profs de maths après un 3,5 d'augmentation de point d'indice. Alors oui, c'est vrai, effectivement, aujourd'hui la rémunération n'est pas uniquement le point, voilà, mais quand même, il y avait un sujet qui revenait beaucoup, notamment dans la crise des Gilets jaunes, c'était être travailleur digne, quoi, c'est-à-dire Oui. pouvoir travailler et Vivre de son métier. dignement, quoi. Mm. Et je pense que la dignité, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de personnes, d'infirmiers, etc., qui n'arrivaient pas à vivre, ou de personnes dans la fonction publique, C'est vrai. qui n'arrivent pas à vivre dignement. Et je pense que ça, c'est un Niveau sujet, légèrement supérieur au SMIC. voilà. Pas beaucoup plus. Et quand on perd la dignité, eh bien, du coup, toutes les colères sont possibles. Et je pense que dans ce type vrai. d'action emblématique, même si effectivement elles ne répondent pas à un problème structurel, on essaye de gagner du temps et d'apaiser. Un dernier mot sur ce sujet. Parce qu'on parle d'un État stratège, et là, on a quand même un État qui sort le chéquier, mais qui n'est pas stratège. Mais exactement, le capitaine, on ne sait pas en fait où regarde le capitaine. Et donc les matelots sont dans la soute, ils écopent, et on ne sait pas où on va, on ne sait pas dans quelle direction va le bateau, Et on fait des sait chèques. qu'il coule. Voilà, Et on fait des des chèques, chèques. Mais c'est pas que la situation était bonne avant et que là on a eu un petit coup dans l'aile avec le Covid, c'est que ça allait très mal avant sur la dette publique et on a dépensé comme des furieux en fait. Alors, vous allez voir ce qu'a dit Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, parce que ça vient faire directement écho au débat que nous avons en ce moment, c'est-à-dire peut-être comme ça une sorte d'embolie financière parce qu'on y arrive, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Et puis, on a un patron du MEDEF qui dit attention, la situation politique ne nous permet pas aujourd'hui, vu la majorité et les difficultés, il faut se tourner vers le dialogue social. Il invite les syndicats de salariés et les organisations patronales à trouver, je le cite, des consensus pour contourner une éventuelle paralysie politique liée à la fragmentation de la nouvelle Assemblée. Ça nous oblige presque à trouver donc des consensus entre patronat, il dit presque, vous avez rajouté le mot presque, mais quand même il y a quelque chose d'intéressant. C'est le patron du MEDEF. Alors j'ai retrouvé des phrases qu'il avait dites en 2020-2021 où déjà il prônait le dialogue social, mais là il y a quand même quelque chose de très engagé dans ce que dit le patron du MEDEF. Il faut trouver presque des consensus. C'est-à-dire qu'il anticipe l'idée qu'il y aura une paralysie d'un certain nombre de sujets et que ça sera vous, entreprises et partenaires sociaux, qui vont sauver le pays. Enfin, je ne sais pas, je vous vois opiner du chef. C'est négatif ou c'est positif? Non, Geoffroy Roux de Bézieux joue sa partition. C'est-à-dire, lui, il est à la tête du MEDEF et il dit heureusement que je suis là et je vais trouver des consensus. Il D'ailleurs, tend la main quand même. Consensus, c'est pas le bon mot parce que consensus, ça suppose qu'il peut ne pas y avoir de décision. Ceux qui décident par consensus, c'est par exemple les conférences sur le climat. Donc on voit où ça nous mène. Je pense que c'est pas le bon terme. Bah, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Des négociations, éventuellement des compromis. Et Non, mais consensus, c'est plus... ce qu'il nous dit, c'est que le dialogue social va venir se remplacer, suppléer Et moi, un pouvoir politique affaibli. Et ça, c'est une vision, c'est sa vision, son interprétation. L'Assemblée, on peut dire qu'elle est fragmentée, disloquée. Mais elle va On continuer. peut aussi dire qu'elle est représentative des Français Clairement. et que
il y a enfin une diversité et une représentation nationale. Je pense que si vous demandez aux Français s'ils sont heureux de l'Assemblée, Ils disent oui. Hein, ils dans les vont dire sondages. oui parce que nous sommes représentés. Voilà. Et donc ça va inviter chacun à plus de dialogue, gouvernement comme syndicat. C'est de la proportionnelle avec un scrutin majoritaire. Chez Entreprises et Progrès, on est en plein chantier. On produit là actuellement un livrable sur l'entreprise est-elle démocratie. Donc on est en plein dans ce Vous voyez, sujet-là. ça renvoie exactement à ce Bien que sûr. dit Geoffroy Roux de Bézieux. Exactement. Et moi, je pense que... Alors, je suis complètement d'accord. Il joue et la partition et peut-être aussi une forme de leadership à retrouver. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que plus que jamais, l'entreprise, elle est... Clairement. Elle est au cœur de la démocratie et Elle est on le voit centrale. aussi avec le conflit qui est en Ukraine, avec les décisions qui doivent être prises. Est-ce que je pars, je reste Jamais l'entreprise n'a eu une place aussi importante dans notre société. Mais parce que l'entreprise, c'est la politique, c'est le reflet de l'entreprise et réciproquement. On oublie tout ça. Enfin, on ne vit pas dans un monde en silo. On est tous ensemble. Oui, je trouve que le Covid, par ailleurs, a donné encore plus d'accélération à la place des DRH, à la place de l'entreprise, à la place des salariés, à la parole ou à leur souffrance. Quand même, ce que dit Geoffroy de Bézieux, c'est que le pouvoir politique affaibli, ou en tout cas morcelé, fragmenté, Marine Balançard n'est pas d'accord avec moi, et c'est aux partenaires sociaux de régler, entre guillemets, autour d'une table, ce qui risque un jour peut-être de nouveau se régler dans la rue. C'est un peu ça qu'il nous dit. Mais moi, pour revenir à ce que vous disiez, je pense que le problème, c'est pas tant que l'Assemblée nationale soit représentée. Le problème en France, c'est que les différents partis sont réconciliables, n'arrivent pas à travailler ensemble. Le problème, c'est pas qu'il y ait beaucoup de représentativité, c'est que les mouvements entre eux n'arrivent pas à travailler ensemble, n'arrivent pas à dialoguer. C'est pas notre culture, Et c'est vrai. je trouve ça intéressant, le mot qu'il emploie, la culture du consensus. Mais Presque. je lui souhaite du courage, parce que je pense que si, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à avoir cette culture de consensus, on ne l'aura pas non plus entre les syndicats et le patronat, parce que tout simplement la France a une culture de la confrontation, a une culture du combat, mais n'a pas une culture du consensus. C'est pas quelque chose qui fait partie. On n'est pas en train de tourner la page, là, Olivia ? Est-ce que par la force des choses, par la force de ce qu'on a politiquement devant nous, on n'est pas obligé justement de changer de braquet Je crois que c'est toute la réflexion actuelle d'Emmanuel Macron, qu'on a dit d'une part furieux après les élections législatives, puis désabusé, et il va se reprendre. Et il va apprendre à... Mais désabusé, oui, c'est le mot. Oui, oui. Désabusé, clairement. Oui, mais c'est une autre façon. Voilà, il faut lancer une autre façon de gouverner. Il faut peut-être que lui aussi il crée un peu de diversité autour de lui. Il avait disrupté la politique. Et il en avait fait un slogan Clairement. à sa campagne qui était Ni gauche ni droite. Nation. Là, c'est exactement pareil. Maintenant, c'est la start-up Assemblée nationale. Enfin, il faut disrupter l'Assemblée nationale, la manière dont elle fonctionne, la manière dont fonctionnent les députés entre eux. Enfin, mais je pense que quand on prend des décisions, par exemple, sur notre système de santé, sur l'éducation, sur la retraite, il faut bien qu'on se mette tous d'accord à un moment donné. On ne peut plus être dans des débats simplement d'idées. Mais excusez-moi, c'est un peu pompeux ce que je vais dire, mais est-ce que c'est finalement pas vous, je dis collectivement vous, et je parle à Benjamin, mais puisque vous êtes en train de produire quelque chose autour de la démocratie de l'entreprise, est-ce que c'est pas vous, les entreprises, qui avez pris le pouvoir finalement ? Et que le politique est en train de... Parce que la nature a horreur du vide. Donc effectivement, à un moment donné, face au changement climatique, par rapport aux inégalités c'est elle sociales, qui avance. etc., on est bien obligé d'eux. Mais je trouve en tout cas on met beaucoup sur le dos des institutions, mais la responsabilité, c'est aussi ceux qui les portent. Et je pense que autant que nous, en tant que chef d'entreprise, on peut être interpellés pour justement avoir une autre vision, être dans la transition éthique, mais c'est aussi aux hommes politiques d'incarner ces messages-là, y compris à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant... C'est un vieux débat d'ailleurs, ça. Voilà, je pense qu'il y aura quand même beaucoup plus de discorde que de consensus dans les mois qui viennent. Vous en pensez quoi, Marine Balançard ? Parce que est-ce que c'est pas l'entreprise aujourd'hui qui va... Et souvent, il est allé plus vite que le législateur qui courait derrière le... Regardez la valorisation de certaines entreprises américaines. Apple, 3 000 milliards de dollars de valorisation, c'est-à-dire c'est plus fort que les États. Donc mais l'entreprise aussi en France a été mal considérée pendant des années, notamment sous les socialistes. Pourtant, c'est bien les entreprises qui créent de la valeur ajoutée. Le PIB, c'est la valeur ajoutée cumulée créée par les entreprises. Je m'attinerais quand même par des choix de François Hollande qui lui ont coûté cher quand même. L'idée du pacte de responsabilité, l'idée de quand même de tendre la main aux entreprises, de baisser un peu les charges. Il y a quand même cette idée-là quand même. Oui, mais là, je pense que les entreprises ont retrouvé leur juste place au sein de la société. Il n'y avait pas de raison de haïr les entreprises. Je pense aussi qu'il faut... on parle du PIB, qui est un indicateur qui, selon moi, est obsolète. Dans le sens où il prend en compte la valeur ajoutée. La richesse. Il y a d'autres valeurs qu'on crée et qui devraient être... Donc il faudrait créer peut-être d'autres indicateurs. Ce qui permettrait, à mon avis, de remettre aussi les États
à un autre niveau dans le leadership entre les entreprises juste- et les États. J'ai posé la question lors d'une autre émission, et je vous la pose parce que vous êtes les experts, mais est-ce que vous craignez, au-delà des grands mots de presque consensus, de main tendue aux partenaires sociaux salariaux, est-ce que vous craignez une rentrée sociale tendue? Mais ça a commencé, hein, là, le RER A est en grève, les lignes de banlieue sont en grève, il y a un train sur 2 ou un train sur 3. Les avions, Ce sont des grèves inopinées, non prévues, et ça a commencé. Et ça fait 2 jours, là. Oui, C'est vrai. Sans avoir une boule de cristal, mais effectivement, on voit bien que les signaux sont quand même plutôt rouges et que je pense que effectivement à la rentrée, l'automne 2022 va être, je pense, assez Vous agité. avez vu, on n'a pas parlé de la retraite à 65 ans, parce que si vous rajoutez comme ingrédient dans le plat la retraite à 65 ans, vous rajoutez un élément de tension et de friction. Là, on n'en parle quasiment plus de ce sujet. Et en même temps, on a un président qui, de toute façon, dans 5 ans, ne se représentera pas, si la Constitution ne change pas. Je ne sais pas s'il a ces idées-là, mais en tout cas, c'est le moment de faire aussi des réformes qui soient peut-être pas très populaires, mais pour les 20 ou 30 ans de notre pays. Et ça, c'est aussi important. Mais il va avoir du mal, hein, parce que Ouais, là, ça en va être l'occurrence, ça compliqué. marchait il y a 5 ans, en 2017, mais là, avec une majorité relative, où il va dealer à chaque fois sur même des choix sur la retraite à 65 ans, ça va être compliqué quand Ça même. veut dire que pendant 5 ans, on fait rien. C'est fort possible. On fait quoi sur le masque avant de nous quitter? Parce que vous êtes chef d'entreprise. On se souvient à l'époque, on a fait nombre d'émissions sur les règles fixées par la ministre à l'époque, Madame Borne et Monsieur Pietraszewski. Il y avait des référents Covid. Enfin, chacun savait à peu près ce qu'il avait à faire. Là, objectivement, moi j'ai l'impression, vous dirigez des entreprises, on ne sait pas ce qui se passe. Vous faites quoi, vous, dans vos boîtes? Qu'est-ce qui se passe? La reco, c'est de le reporter quand on doit le porter dans des réunions. Point. En réu, donc on parle avec le masque. On s'y habitue avec le masque. Hein. Enfin, Donc vous avez recommencé le masque oui, alors? moi, je le mettais avant Dans de venir, je le mettais. l'ascenseur, D'accord. dans les réunions, voilà, quand on est plus de 10. D'accord, donc Olivia, vous remettez le masque aussi? Oui, mais j'ai l'impression que les gens le font aussi un peu d'eux-mêmes quand même. Oui. Là, encore une fois, On je est pense que- éduqués. On est grand quand même. Donc on n'a pas besoin Oui. que d'en haut on nous dise, parce que là on a des recommandations de la Première ministre et de la ministre de la Santé qui va quitter le gouvernement, mais qui dit qu'il faudrait le remettre. Pourquoi pas être plus ferme? Mais parce qu'on est en démocratie. Moi, j'aimerais bien que la Première ministre arrête de s'occuper du masque et des tests PCR. Enfin, j'aimerais bien que... Donc en fait vous dites, fasse autre chose. Et tous les trois, bon, laissez-nous vivre notre vie avec nos masques, quoi. Dans les entreprises comme dans les transports en commun, les gens le mettent ou pas. Et dans les entreprises, il ne se passe rien pour l'instant. Il n'y a pas d'injonction pour mettre le masque. Donc Il chacun. C'est réapparaît un peu parce du que... bon sens. Voilà. Chacun. J'entends la liberté individuelle et la démocratie, moi ça me va bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand même où les pouvoirs publics qui sont en charge des questions de santé nous disent bon ben voilà, il va falloir le remettre obligatoirement dans le métro, il va falloir le remettre Mais obligatoirement dans l'ascenseur. pense Dans les que- chiffres. Pardon, vas-y. Non, mais il y a un enjeu économique, c'est que chaque fois que Ben oui. vous faites remettre le masque aux gens, ils vont plus au restaurant, ils vont plus au cinéma, ils vont plus travailler, et on est déjà en panique. Je veux dire, Bruno Le Maire le dit, hein, c'est l'hyperdette. On est plus dans le rouge, on est dans le violet. D'accord. Là, premier Donc pays il faut endetté en continuer Europe. à Donc, faire faut- consommer. Mais il faut arrêter d'envoyer des signaux anxiogènes aux gens, surtout que la situation actuelle du Covid est moins grave qu'il y a 10 semaines. Donc, faut... Parce que c'est vrai que justement, Olivia. pour rejoindre ce que vous dites, c'est que le masque, en fait, il couvre pas seulement le visage. visage. Voilà, en fait, il empêche. C'est plus compliqué de s'exprimer avec un masque, mais on a moins aussi envie de consommer. Il y a tout un aspect psychologique. Ouais, tout à fait. Et donc, ça freine la consommation. Ça freine aussi, bien sûr. Donc là, en fait, moi j'entends Marine qui dit, mais il y a une petite arrière-pensée aussi, on reste un peu dans le flou parce que la situation est tellement terrible que bon, il vaut... Non mais c'est vrai, Déjà. Benjamin, vous êtes d'accord? Ah oui, On c'est est la dans le culture flou de la parce dialogue. que- Enfin, oui, Ben- on est habitué. Hein. Mais encore une fois, moi je pense que c'est du bon sens. Dans le métro, quand vous êtes. Alors le métro, c'est très parisien, mais dans le tram, dans d'autres villes en France, etc., Dans le quand bus. vous êtes tous serrés, c'est du bon sens de mettre son masque. Enfin, quand la personne vous respire. Moi je prends le métro, je vois pas grand monde qui a le masque. Hein. Personne. Ça dépend de la couleur des cheveux. D'accord. Moi, j'en vois pas beaucoup. Mais, Ouais. Mais on échappe au pass vaccinal. là. mais on est. Alors attendez, c'est pas. Parce qu'Olivia Grégoire a dit qu'il n'y aurait pas de pass Oui, vaccinal. oui. Mais Enfin, Tout ça Et peut pour changer. l'instant, l'épidémie reprend, mais Le nombre d'hospitalisations est voilà, faible. c'est exact. C'est Voilà. toujours ce qui se passe en C'est vrai. réanimation qui continue. C'est de tourner, l'indicateur qui fixe le baromètre. Je pense le que la baromètre. crainte, elle est là, avec Voilà. le fait de manquer de professionnels de santé cet été et qu'en même temps l'épidémie repart. En fait, il y a quand même beaucoup de paramètres pris en Oui, là, compte c'est qui ça. sont un peu hors masque et hors notre santé, en fait. Voilà.
Merci de nous avoir éclairé sur ces sujets d'actu qu'on va suivre, parce que la rentrée sociale, la retraite dont on ne parle plus mais qui risque de revenir, Mais les salaires, vous évidemment. croyez que la retraite va revenir? Je ne sais Je pas. crois que c'est... Vous pensez que c'est plié comme le Conseil national de Je refondation? pense, oui. D'accord. Pas tout de suite. Bon, c'est pas tout de suite. Pas tout de Merci suite. à vous trois. Merci Olivia Copin, Juste Business, enseignante au CELSA. Merci à Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, et votre livre Décider, ça se travaille. Édition Erol, si je ne m'abuse. Je Oui. n'avais pas cité l'éditeur tout à l'heure. Et Benjamin Zimmer, VP, vice-président Entreprise et Progrès, qui va délivrer, c'est le mot que vous avez utilisé, un document, vous viendrez nous en parler, Ouais. Démocratie et entreprise. Exactement. C'est ça, ça sera le thème. Exactement. Merci à vous trois. On termine par Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth qui nous parle du turnover. Alors souvent on fait grise mine quand on parle de turnover. Thierry Bismuth, non, ça lui donne le sourire. Fenêtre sur l'emploi et on reçoit, comme chaque semaine ou presque, Thierry Bismuth qui a le sourire, fondateur du réseau de recrutement Odyssée RH. Thierry, et vous nous parlez alors du turnover. Alors parfois, on fait grise mine quand on parle de sujet, le turnover. Vous faites l'éloge du turnover, mais qu'est-ce qui vous a pris? Eh bien, disons-le vite, bon, c'est la merde. Voilà, c'est-à-dire que, puisque c'est la fin de la saison, les propos et les vêtements s'allègent, on va le dire, c'est très compliqué de recruter en ce moment. Que vous cherchiez, vous le savez, des comptables, des maçons, des opticiens, des ingénieurs, c'est très compliqué. Alors, plutôt que de reparler des chiffres de la grande démission, qu'on connaît tous par cœur, plutôt que de s'interroger sur les causes, plutôt que de pleurer sur les conséquences, j'ai décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de considérer que le turnover, c'est génial. Mais pourquoi c'est génial? Ah. Parce que là, vous faites un vrai pas de côté, plus que ça. D'ailleurs, vous faites un pivot à 360. Je vais vous dire pourquoi je crois qu'il faut qu'on dise que c'est génial. Déjà parce que, admettez-le, le matin, quand on est au petit-déj, si on fait tomber la tartine côté beurre, on passe 2 heures à se demander pourquoi elle est tombée côté beurre. Est-ce que j'ai mis trop de beurre? Est-ce que c'est mon karma? Est-ce que j'étais pas concentré? Est-ce que je l'ai mal tenue? Mais si elle tombe côté pain, je la ramasse, je la mange, je me brosse les dents, je vais au boulot. Et bien en recrutement, c'est pareil. Si on décide que le turnover, c'est génial, il n'y a plus besoin de trop se poser de questions. On l'accueille comme une tartine qui est tombée côté pain. Donc ça veut dire qu'il faut être dans une posture positive autour de turnover. Il faut l'accepter comme un élément. Exactement, il faut s'en convaincre. Et d'ailleurs, j'ai listé au moins 5 raisons, mais on pourrait faire 2 heures. 5 raisons qui font que vous devriez accueillir le turnover par un apéro rosé. Voilà. Alors la première raison, c'est que si on y réfléchit bien, le turnover, le nouveau qui arrive, il se plaint pas, il se plaint jamais. Enfin, beaucoup moins. D'ailleurs, le patron d'Amazon l'a remarqué. Ça fait des années qu'il dit que dans ses entrepôts, il veut des gens qui tournent assez souvent pour éviter justement que les gens prennent leurs aises. Pour éviter qu'ils demandent de meilleures conditions de travail, des baby-foot, vous en parliez tout à l'heure. Ou s'use aussi. Exactement, ou SUS tout simplement. Alors que le nouveau, lui, si vous lui demandez de faire des heures sup, il est content. Si vous lui demandez de faire des tâches ingrates, il les prend. Si vous lui demandez de vous amener votre café, il l'amène. Et c'est aussi vrai dans d'autres métiers. Si on prend les plateformes de VTC. C'est du RH vieille école, votre truc, là, quand même. Je caricature un peu. On est d'accord. Je caricature un peu, mais en tout cas... C'est vieille école. Le jeune, le jeune est disponible. Le nouveau, il est plus enclin à accepter des choses que l'ancien. Et d'ailleurs, chez les VTC, ça s'est vu aussi. Il y a une très célèbre plateforme de VTC qui considère et qui a constaté que les chauffeurs qui avaient plus de 12 ou 18 mois commençaient à refuser les courses les moins rentables. Et globalement, et on le constate. Voilà. Et donc, on le constate puisqu'on a de plus en plus de mal à trouver des chauffeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils intègrent des nouveaux chauffeurs parce que le nouveau, lui, faire 45 minutes dans Paris à 8h du matin un lundi pour 8 €, ça le dérange moins. Et donc, d'une manière générale, dans le turnover, on intègre des gens qu'on peut plus facilement amener à se dépasser. Donc, est-ce que la pénurie ne remet pas finalement en question cette stratégie de pas de vieux os sans question? Parce que vous évoquez ça, on ne fait pas de vieux os sur le poste, mais là, on est en pénurie. Ah bah évidemment, si vous me demandez si le contexte nuance un peu ces stratégies, il est évident que Amazon, par exemple, a remarqué qu'ils ont de plus en plus de mal, là où ils ont des entrepôts, à trouver des gens, parce qu'à force de renouveler les équipes au nom de cette stratégie de remplacement ils ont personne. Ils arrivent à... Et c'est pareil chez les chauffeurs, chez les grandes plateformes, c'est pour ça qu'on galère maintenant à trouver les chauffeurs, c'est qu'il y a de moins en moins de chauffeurs qui se prêtent à ce jeu. Mais comme on est ici pour se dire que le turnover c'est génial, laissons tomber la nuance. Donc en fait, vous nous faites là, sur ce plateau, une forme de méthode Coué, une forme de conseil. Vous dites après tout, ce turnover, il existe, et acceptez-le positivement parce que vous le vivrez mieux. Et voilà, et je vais vous donner encore 3 ou 4 astuces pour vous dire finalement le turnover c'est pas si mal. Admettons qu'en tant que dirigeant d'entreprise ou chef de service, vous souhaitiez insuffler de nouvelles valeurs, de nouvelles méthodes, un nouveau plan de rémunération, de nouvelles lignes de produits ou de services. Soit vous expliquez à vos collaborateurs qui sont là depuis 10 ans que tout ce qu'ils ont fait dans le passé, on va faire autrement.
Il vous faut un cabinet de conseil, 100 000 euros de budget, ils vont faire de la gestion du changement. Il va falloir expliquer aux collaborateurs qui font la même chose depuis 10 ans que la priorité maintenant, c'est de sauver la planète et plus de faire des profits. C'est qu'on va arrêter la navette Air France et on va aller à Madrid en 10 heures de train. Ou que pour venir au bureau, il va falloir prendre rendez-vous, puisque maintenant on a sous-loué leur bureau. Donc soit vous changez vos collaborateurs, soit vous changez de collaborateurs. Et si vous changez de 2 collaborateurs, le turnover est un allié. À chaque fois que vous avez des fuites dans votre équipe ou dans des équipes, considérez que c'est l'occasion d'intégrer avec les nouveaux, d'accélérer votre transformation. D'accord, donc en fait, c'est un levier de transformation, ce turnover, parce que les nouveaux ne sont pas les anciens qui ont été habitués au mode de vie de l'entreprise, mais en fait acceptent la nouveauté, puisqu'ils n'ont connu que ça. Exactement. Et je vais vous donner encore un argument en faveur de ce turnover pour l'accueillir bien. Quand vous avez un départ, vous savez ce que vous aviez, donc vous savez ce que vous avez perdu. Mais vous ne savez pas encore ce que vous allez gagner. Admettons, vous ne savez pas si le prochain que vous allez recruter pour remplacer le départ, c'est peut-être le futur Mbappé du business, le futur Neymar de la logistique, le futur Messi de la compta, on n'en sait rien. Souvent blessé le Neymar de la logistique. Bon, alors oublions Neymar et prenons Giroud, voilà. On ne sait pas encore ce qu'on va gagner, on ne voit que ce qu'on a perdu. Considérez le fait que vous allez peut-être intégrer une superbe ressource qui viendra très avantageusement remplacer la personne que vous avez perdue. C'est une vraie raison pour célébrer chaque départ avec une coupe de champagne. Est-ce qu'il y a une autre raison parmi toutes celles que vous avez citées qui nous font espérer finalement que ce turnover soit positif? Plus informelle celle-ci, moins business. Bon, avouez qu'à la cantine, on en a marre de Jean-Claude et Martine qui depuis 10 ans nous racontent les mêmes histoires, les mêmes blagues usées, les mêmes histoires de la maîtresse d'école qui ne comprend pas son fiston parce qu'il est surdoué mais qu'elle ne le sait pas. Bon. Bah finalement, si vous avez un nouveau collaborateur qui vient vous raconter son tour du monde qu'il vient de faire, ça rafraîchit un peu. Voilà, sa passion pour le cinéma d'auteur, bah évidemment, c'est rafraîchissant. Vous allez renouveler comme ça un peu aussi le cercle de vos relations personnelles. Donc ça veut dire qu'il y a une forme aussi d'usure à rester trop longtemps dans une entreprise, tant du côté salarié que du côté entreprise. Et donc ce turnover vient rafraîchir, vient redynamiser le Mais groupe. bien sûr, il y a plein d'avantages au turnover. J'espère que quelques-unes de ces raisons vous auront, en tout cas pour les recruteurs, ouvert les yeux. Et donc, moi, je vous souhaite un excellent turnover pour cette période estivale. Je souhaite que vos équipes se vident, que vous puissiez, grâce à ça, renouveler vos relations professionnelles, lancer vos projets. Et bien sûr, à la rentrée, quand vous aurez besoin de recruter, vous m'appelez au 06 10. Non, je rigole. Évidemment. D'ailleurs, je tiens à signaler que vous êtes en train de préparer pour une pièce de théâtre. Hein. On vous sent quand même dans le théâtre, là. Hein. On part demain. C'est ça, vous partez pour Avignon. Et c'est pour ça que je voulais, avant de partir, envoyer un message d'espoir à tous ceux qui vont avoir des départs cet été parce qu'ils en auront. Il y a aussi plein de bons côtés à renouveler les équipes. Ce que je trouve original dans le turnover et dans la façon dont vous présentez les choses, c'est que même votre pièce, en fait, est quand même très liée à vos activités professionnelles, puisqu'elle traite des RH, en fait. Hein. Exactement. On a satirisé la vie en entreprise et le recrutement, le départ, le turnover, la gestion des talents. On en a fait une pièce qu'on croit assez drôle. Et alors, pour le coup, je vous invite tous les jours à 14h au Théâtre des Étoiles à Avignon, puisque vous m'avez tendu la perche. Je la saisis et je vous remercie. Avec une place à gagner, il y avait des places à gagner. Il y a toujours 5 places par jour à gagner sur le site Odyssée RH pour l'ensemble des téléspectateurs de Smart Job. Site Odyssée RH pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'on nous écoute aussi en podcast. Le site Odyssée RH avec des places à gagner si vous êtes du côté d'Avignon. Allez donc jeter un œil autour de la troupe de Thierry Bismuth, parce que les thèmes que vous traitez aussi là sur ce plateau, vous les avez aussi mis en scène dans une pièce qui va s'appeler comment ? On vous rappellera. On vous rappellera, oui, c'est un grand classique. On vous rappellera, puis on n'est jamais rappelé, évidemment. Merci Thierry Bismuth. Bon vent pour cette tournée avignonnaise, parce que c'est un moment important, Avignon. Peut-être que vous allez être repéré par un producteur new-yorkais, américain. Vous allez partir à Hollywood, peut-être. J'ai pris contact avec l'éditeur en sciences sociales qui édite... Marc Daga. Voilà, exactement. Pour rédiger, pour faire un livre de votre pièce. Et pourquoi pas ? Mais c'est très intéressant. Merci, c'est un vrai plaisir. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie sur la scène d'Avignon. C'est terminé. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur Théo qui réalisait aujourd'hui l'émission. Merci aujourd'hui à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à toute l'équipe, merci à vous pour votre fidélité. Bon week-end à tous. Et puis on se retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles aventures de Smart Job. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.